Entre Alain Badiou et Jean-Claude Milner, la brouille a bien eu lieu, mais elle n'a pas eu le dernier mot. Ils se sont rencontrés en 1967, durant les années rouges. Ils ont rompu toute relation en 2000, à la suite d'un article d'Alain Badiou, très critique à l'endroit de Béni Lévy et de son itinéraire de Moïse à Mao et de Mao à Moïse. Après un long silence, ils se sont reparlés. Et, sous l'égide de Philippe Petit, que les auditeurs de France Culture connaissent bien, ce dialogue a même débouché sur un livre, tendu, ardu, palpitant, intimidant, et qui s'intitule en toute sobriété « Controverse ». Comme on peut s'en douter, il est beaucoup question de politique dans ce dialogue entre deux anciens maoïstes. Et l'opposition éclate dès la définition de ce mot. Alain Badiou, vous dites, avec votre superbe coutumière, la politique, c'est le réel du communisme sous toutes ses formes, tout le reste relève de l'État, de la gestion des choses. Jean-Claude Milner, vous proposez une définition beaucoup plus prudente, je vous cite, la politique commence avec le suspens de la mise à mort, autrement dit, parler plutôt que tuer. Et un peu plus loin, la politique commence quand la mise à mort de l'adversaire est en quelque sorte hors champ. La divergence est grande. Mais pour qu'elle soit tout à fait claire, je voudrais pour commencer demander à chacun de préciser et d'illustrer sa théorie et éventuellement sa pratique de la politique. Alain Badiou. Lorsque je dis que la politique, c'est le réel du communisme sous toutes ses formes, je veux en réalité dire que j'appelle politique les formes d'organisation et d'action collective dont le but stratégique est de réduire, en tout cas de réduire, peut-être idéalement d'abolir, les grandes contradictions constitutives de la vie de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Alors, évidemment, dans le marxisme traditionnel, on ramène cela à la contradiction de classe, donc la fin de la contradiction de classe, mais en réalité, dans les situations concrètes, c'est plutôt à d'autres contradictions qu'on a affaire, puisque classe est malgré tout un terme en partie abstrait. Alors, je dirais que communisme, cela signifie tenter de réduire, par exemple, les contradictions induites par la division sociale du travail. C'est le thème communiste du travailleur polymorphe. Communisme, c'est la volonté de réduire l'écart considérable et qui se creuse aujourd'hui de plus en plus entre les villes et les campagnes, entre la territorialité rurale et la territorialité urbaine. Communisme, c'est aussi de réduire les contradictions structurelles qui sont la conséquence de la différence des sexes. Et communisme, c'est aussi de veiller à ce que l'intégration des générations successives ne se fasse pas précisément dans un régime d'inégalité. On peut dire en gros que j'appelle politique les formes spontanées, organisées, diversifiées, idéologiques et pratiques qui s'attaquent à ce processus de réduction des contradictions, y compris naturellement aussi, je donnerai un autre exemple, les contradictions nationales, raciales, etc. Voilà, de façon à constituer ce que Marx, dans son langage à lui, appelait l'humanité générique, c'est-à-dire l'humanité qui n'est pas constituée autour des inégalités contradictoires, mais qui est constituée autour de l'affirmation de sa propre existence. Mais pourquoi refusez-vous le nom de politique à d'autres façons de penser le monde et d'entrer en politique? Parce que je pense que jusqu'à présent, sauf si vous pouvez me contredire, jusqu'à présent, ces autres formes ont toujours consisté à mettre dans le processus politique la médiation des formes du pouvoir et de l'État, et que toutes ont assumé, ce faisant, un principe constitutivement inégalitaire et différentiel. Je ne vois pas que des propositions politiques du type de celles dont j'ai parlé soient incluses, même de très loin, dans aucun des programmes politiques existants qui se proposent en réalité la gestion plus modérée ou plus tendue d'un ordre social existant. L'État est là en tant que concentré ou représentant de cet ordre, d'un ordre des choses existants, qui comporte précisément et de façon assumée
et structurelles les inégalités en question. Voilà pourquoi, dans le moment actuel, moment qu'avec Marx, j'appellerais une préhistoire, en réalité, nous sommes encore des hommes préhistoriques. Dans ce moment de la préhistoire, eh bien, on est obligé de dire que la politique proprement dite doit s'extraire ou se différencier de la gestion étatique des choses. Jean-Claude Milner. Vous avez, Alain Finkielkraut, vous avez qualifié ma définition de prudente. C'est pas forcément l'adjectif que j'aurais en tête. Je pense que qualifierait ma définition, c'est une définition minimaliste, par opposition à la définition qu'on donne à la Badiou, qui est une définition, je dirais pas maximaliste, mais qui contient beaucoup de détermination, alors que mon propos est de retirer le maximum possible de détermination, et notamment de détermination situable historiquement. Elles peuvent se rajouter, mais ce sont des ajouts supplémentaires. Je crois que le point fondamental, et sur ce point-là, le chemin de Badiou et le mien se croisent. Si politique doit recevoir une définition et un sens, il faut le présenter en excès ou en différence par rapport à la gestion des choses. Et sur ce point-là, je suis, si j'ose dire, tout à fait d'accord sur le fait que la politique ne peut pas, ou alors si elle le fait, elle s'annule elle-même, être rabattue sur la gestion des choses. Et comme effectivement, depuis un certain nombre sinon de siècles, du moins de décennies, la gestion des choses est confiée à l'État, ramener la politique à la gestion des choses et la ramener à la question de la forme de l'État et de ses modes de fonctionnement reviennent finalement au même résultat. Dans ma définition, ce qui est en excès de la gestion des choses, c'est précisément la question des corps vivants et de leur survie ou non-survie, de leur mise à mort et non mise à mort. Non pas la question de la mort, au sens de l'être pour la mort, mais la question de la mise à mort, qui est l'objet, qui est le résultat d'une décision. Et il me semble, effectivement, je rejoins, je crois, une intuition, ou peut-être plus qu'une intuition assez fréquente, en tout cas présente chez Hannah Arendt, mais présente aussi chez les historiens grecs. La police grecque, la cité grecque, se suspend au moment de la stasis. Or, la stasis, traduit par guerre civile ou trouble, la stasis est quelque chose qui fait que la mise à mort est en quelque sorte le point de départ et le point d'arrivée. C'est ce que Platon dénonce au moment quand il parle de la mort de Socrate et de ce qui s'est passé lors de la dictature des 30 tyrans. Donc, l'excès par rapport à la gestion des choses, je le situe dans le questionnement de la mise à mort, et le fait que la mise à mort ne soit plus conçue comme une variable d'ajustement de la gestion des choses, et que l'on considère que l'adversaire, alors ça peut avoir deux formes, soit la forme qui ramènerait à ce que Badiou appellerait la gestion des choses. Il n'est pas nécessaire de tuer un adversaire pour le contraindre. Ça, c'est, si j'ose dire, un usage courant de la politique que je connais parfaitement. Soit la version qui est en quelque sorte fait droit à cet excès par rapport à la politique des choses, qui consiste à dire le choix constant de la dimension de l'échange parlé par rapport au choix occasionnel ou éventuellement constant de la mise à mort. Oui, alors, j'utilisais ce mot de prudence. Je crois que c'est un beau mot, surtout si on le ramène à ses origines grecques, la phronésis, la sagesse pratique adaptée à la singularité des cas, par opposition à une politique qui serait une politique
solution définitive. La solution, c'est la révolution, ou comme disait Khomeini, révolutionnaire à sa manière, la solution, c'est l'islam. Mais votre politique minimaliste, Jean-Claude Milner, n'est-elle pas quand même une manière d'expier vos enthousiasmes? Parce qu'après tout, Robespierre définissait la politique comme la guerre de l'humanité contre ses ennemis, et le gauchisme, ça a été, fantasmatiquement en tout cas, la vision de la politique comme une guerre, lutte des classes et même guerre civile. Il s'est produit, tout au long du XXe siècle, une réintroduction de la guerre civile à l'intérieur de la politique, voire même comme paradigme de la politique, alors que toute la modernité était fondée, à partir de Hobbes, justement, sur la conjuration, en quelque sorte, de cet état de nature de la guerre de tous contre tous. Donc, dois-je entendre, dans votre définition minimaliste, une sorte de retour sur ce qu'ont été vos engagements de jeunesse, Jean-Claude Milner? Retour ne me choque pas, expiation me déplaît. J'ai une approche, quasiment expérimentale, c'est-à-dire que j'ai fait effectivement, j'ai parcouru plusieurs paradigmes, et pas seulement en ce qui concerne la politique, et de beaucoup d'entre eux, j'ai conclu à leur obsolescence au sens de leur stérilité. Pour moi, l'obsolescence d'un paradigme, bon, ça m'est arrivé dans le domaine de la science, de la linguistique. Il y a des paradigmes que qui expliquent que je puisse dire que je considère que je ne suis pas fidèle, que la fidélité n'est pas un devoir. Qu'au contraire, le démenti est une position de la pensée. Donc, de ce point de vue-là, je reconnais que je me dément, mais je l'assume très fortement. Mais alors justement, vous, Alain Badiou, diriez-vous que la fidélité est un devoir? Je voudrais commencer par un autre point. Dans votre intervention, vous avez réduit, me semble-t-il, extrêmement hâtivement le concept général de guerre à celui de guerre de tous contre tous. Mais les guerres civiles ne sont pas nécessairement des guerres de tous contre tous. Ça peut être la guerre de certains parfaitement déterminés contre d'autres également parfaitement déterminés. Y compris d'ailleurs dans le monde grec. On ne peut pas manier le concept de statis unilatéralement pour la raison suivante, c'est que il y a des guerres civiles comportant des mises à mort qui sont tout simplement la restitution ou la restauration de l'ordre dans lequel la mise à mort va être mise à l'écart. Il a bien fallu une sorte d'insurrection pour renverser les 30 tyrans et rétablir la démocratie à Athènes. On ne peut donc absolument pas ramener la question de la mise à mort strictement à une sorte de démenti de la nécessité de la violence ou de la guerre civile dans cette circonstance. Même Jean-Claude ne le ferait pas absolument. Je comprends bien. Il y a un principe politique qui est l'interruption de la mise à mort, ce qui signifie absolument pas que la violence puisse être écartée de ce qui est nommé politique en général. Ça, c'était le premier point que je voulais dire. Par ailleurs, je dirais que, en ce qui concerne effectivement mon passé, je lui suis fidèle, mais en un sens qui est le sens que je donne au mot fidélité. C'est-à-dire, fidélité, c'est la continuation d'une expérience déterminée de vérité dans des conditions variables. Je suis parfaitement capable de faire le bilan des limites du premier maoïsme, celui des années 70. Mais précisément ce démenti partiel est interne à une expérience qui, après tout, est une expérience dialectique, employons ce mot abstrait. C'est une expérience qui comporte sa propre négativité, ce qui ne signifie pas du tout qu'elle déclare qu'elle a été dans l'errance absolue. Elle a été dans des conditions déterminées, la poursuite d'un projet difficile qui va être rectifié, transformé, à certains égards démenti, mais qui, dans le principe qui est le sien, celui dont je parlais d'ailleurs au début, le principe du désir ou de la volonté communiste, sera maintenu comme tel. Oui, mais quand je parlais de la guerre de tous contre tous, ce n'est peut-être pas en effet pour réduire la guerre civile à cela, mais je voulais simplement dire, et j'ai été trop rapide, que Hobbes est parti
de l'expérience traumatisante pour lui de la guerre civile religieuse pour édifier tout son modèle de l'État par opposition à la guerre de tous contre tous. Mais simplement, Alain Badiou, vous dites que vous êtes fidèle selon vos propres termes. Mais je voudrais vous citer, d'ailleurs, à l'un et à l'autre, cette confidence ou cette confession de Douche, qui fut, vous le savez sans doute, le commandant du plus grand centre de détention et de torture du Kampuchea démocratique. Il dit « Je suis profondément désolé pour les meurtres, pour le passé. Je ne voulais être qu'un bon communiste. » Et sans doute était-il sincère, mais qu'est-ce que cela voulait dire ? Cela voulait dire que dans sa perception, le monde était peuplé de volonté. C'est peut-être d'ailleurs ce que Marx lui-même appelle l'illusion de la politique. Il n'y a plus d'adversité, il n'y a plus que des adversaires. Ces adversaires, il faut les mettre à mort. Cette perception était déjà celle de Robespierre, puis de manière évidemment beaucoup plus ample, celle de Staline et celle de Douche et des dirigeants du Kampuchea démocratique. Donc, ne faut-il pas sortir de là, et donc d'une certaine idée du communisme, pour faire de la politique en un sens décent? Mais absolument. C'est bien pourquoi j'ai introduit moi-même l'idée que nous devions ouvrir ce que j'ai appelé la troisième étape de l'histoire du communisme. Après l'étape 19e siècle, toujours aux lisières de l'utopisme et de la promesse, il y a eu l'étape que j'ai appelée celle de la passion du réel du XXe siècle, dans lequel en réalité, en effet, l'axiome principal a été que la destruction portait par elle-même la construction. Je dirais que c'était ça. C'était l'idée que la négativité hegelienne en réalité, poussée à l'extrême, était le vecteur de la création historique. Nous devons sortir de ce point. Nous devons attester que cette dialectique-là doit être rectifiée pour une dialectique différente qui assume en réalité l'inverse. C'est un point que je soutiens depuis bien longtemps, c'est-à-dire que l'affirmation est première. L'affirmation est première, et quand il y a destruction, elle est imposée. Elle vient de l'extérieur, elle ne vient pas du processus intérieur de façon immanente. Si on vous attaque, il faut se défendre. Ça, c'est un principe que, malgré tout, les résistants de toutes les époques ont été forcément astreints de mettre en œuvre. Jean-Claude Miner. Mais là, on voit, si j'ose dire, expérimentalement, pourquoi l'entretien que nous pouvons avoir, Badiou et moi, peut conserver un caractère urbain. C'est que, d'un certain point de vue, à partir du moment où vous prenez par exemple le mot fidélité, Badiou peut l'enrichir de détermination suffisante pour que ce que j'appellerais, moi, le démenti, en apparaisse comme un cas particulier. Alors qu'évidemment, à mes yeux, le démenti et la fidélité ne peuvent pas s'inclure, ou je donnerais de la fidélité et du démenti des définitions telles qu'il n'y ait pas de recouvrement possible. Ce qui fait que tout ce que vient de dire Badiou, je peux l'entendre, je peux ne pas être d'accord avec la notion de troisième étape, qui est amusante anecdotiquement, puisque la gauche prolétarienne, à une époque, parlait de troisième étape. Il est amusant de voir que la notion de troisième étape revienne, mais peu importe, c'est anecdotique et pas tout à fait anecdotique. Mais là où il reste un point de rupture, c'est que, à mes yeux, dire que la destruction ne porte pas en elle-même sa construction, il ne me paraît pas suffisant, là je dirais d'un point de vue philosophique, de dire que c'est simplement mettre Hegel de côté, que c'est plus que cela. Et qu'à la fin des fins, je serais, moi, tenté de prendre appui sur cette proposition, dire que la destruction ne porte pas en elle-même la construction, pour dire que, du coup, à mes yeux, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hypothèse communiste. Alain Badiou, vous voulez répondre à cela? Oui, j'entends très bien, mais précisément, les deux questions, troisième étape, fonction de la négation, etc., sont absolument liées. C'est-à-dire que nous sommes en effet dans la nécessité, et si on n'assume pas cette nécessité, je comprends très bien qu'on démente le passé en un sens radical, nous sommes dans la nécessité de concevoir que la politique communiste
assumant le bilan de ces étapes antérieures, propose en effet un renversement dialectique de la dialectique. C'est-à-dire propose en effet de dire que la négativité ne travaille pas par elle-même dans le sens de l'affirmation qui est la nôtre. Mais Jean-Claude Miller dit il n'y a pas d'hypothèse communiste. Alors je vais formuler une autre hypothèse, à mes risques et périls, bien sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit l'hypothèse communiste aujourd'hui, quelque sens qu'on lui donne, qui soit nécessairement porteuse de l'égalité. Tocqueville a défini la démocratie non seulement comme un type de régime, mais aussi comme un processus social. Et d'ailleurs, vous reprenez partiellement ce discours à votre compte, Jean-Claude Miller, dans votre livre sur les penchants criminels de l'Europe démocratique. Un processus, disait-il, d'égalisation des conditions, sous l'effet d'une idée devenue un sentiment, l'idée et le sentiment du semblable, les conditions en viennent à s'égaliser. Et il est vrai qu'on a vu en Europe se développer une très importante classe moyenne. Et vous avez parlé des femmes. La situation des femmes dans les pays occidentaux a connu un bouleversement au XXe siècle tout à fait extraordinaire. Les choses ne sont plus du tout ce qu'elles étaient, sous l'effet précisément de ce sentiment d'égalité. Donc j'ai presque envie de vous dire, on n'a pas besoin de l'hypothèse communiste pour l'égalité. On a même besoin de modérer la folie égalitariste quand elle pénètre des domaines comme ceux de l'éducation, par exemple. Oui, nos démocraties, pour ce qui est de modérer la pulsion égalitariste, s'y sont parfaitement entendues. Vous êtes obligés, pour donner vos exemples séduisants, de réduire le monde à sa structure occidentale, mais il faut voir ce que ce monde occidental a fait à l'extérieur. Les tueries inimaginables dont il est directement responsable, les guerres incessantes qui ont animé et construit sa prospérité. Donc tout ça, c'est quand même un discours propagandiste en faveur de régimes démocratiques et étatiques que nous connaissons dans nos sociétés privilégiées, qui sont le résultat d'une histoire furieusement inégalitaire. Et donc, précisément, le communisme, c'est essentiellement ce qui est en état d'aller au-delà de cette figure de la démocratie. Figure de la démocratie dont on voit aujourd'hui qu'elle est stagnante pour la raison fondamentale, stagnante à échelle mondiale, pour la raison fondamentale qu'elle est sous l'emprise d'autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire que nous voyons à nu que l'essence de la situation n'est pas délivrée par la démocratie comme telle, il est d'abord délivré par le pouvoir intouchable des puissances économiques existantes, lesquelles sont par essence inégalitaires, naturellement, dans la vision même qu'elles en ont. D'ailleurs, les défenseurs ouverts de cette situation disent absolument que l'égalité est une folie. Ils ne disent pas simplement comme vous qu'il faut modérer l'égalitarisme fanatique. Ils disent que l'égalité est, en tant que telle, un mythe nuisible et impraticable. Donc j'accepte volontiers de dire que cette étape, de ce que j'appelle moi le capitalo-parlementarisme, cette étape est une étape historique de la plus haute importance, mais précisément, le communisme est ce qui procède à une affirmation qui est située au-delà de cette figure. Deux choses. La première, très, très rapide, quand je dis qu'il n'y a pas d'hypothèse communiste, c'est aussi parce que je pense qu'il n'y a pas d'hypothèse, au sens où Badiou définit, au sens très précis, où Badiou définit le mot hypothèse. Donc en ce sens-là, et peut-être on aura l'occasion d'y parler, c'est un point de divergence, disons, philosophique fondamentale. Le deuxième point concerne... On ne peut pas faire d'hypothèse sur le monde, c'est ça que vous dites? La notion d'hypothèse, au sens où Badiou le définit, on ne peut pas excéder le monde tel qu'il est. Oui, on ne ça. peut procéder qu'à des variations qui, le cas échéant, peuvent être des variations de pensée, mais qui n'ont pas le statut de l'hypothèse de Badiou, qui, d'un certain point de vue, est tel que c'est le réel qui est du côté de l'hypothèse, et non pas ce qui est. D'ailleurs, on voit très bien qu'il n'y a pas de contradiction, mais au contraire une confirmation réciproque chez Badiou dans la proposition « le communisme est une hypothèse » et la politique, c'est le réel du communisme. Les deux choses vont de pair, c'est-à-dire que le réel, chez lui,
et peut-être du côté de l'hypothèse. Alors que pour moi, la notion d'hypothèse, prise en ce sens, n'a pas de statut. C'est un premier élément de réponse. Deuxième point, concernant l'égalité, je suis, pour ma part, très porté à distinguer ce que j'appellerais l'égalité passive, qui peut donner lieu, par exemple, chez un auteur comme Rancière, à ce que Badiou appelle la passion de l'égalité. La passion de l'égalité est une passion au sens de la passivité. Autrement dit, l'égalité passive, qui est ce vers quoi tend la démocratie au sens tocquevillien du terme, et qu'il perçoit comme une calamité, en vérité, comme la fin de l'humanité, d'un certain point de vue, je l'exemplifierais assez facilement, je le fais souvent, par l'égalité des grains de sable dans le désert. Et d'un certain point de vue, je serais, sinon d'accord avec Tocqueville, mais du moins, je reprendrai volontiers vos exemples. Ce vers quoi tend le discours égalitaire qui a pignon sur rue aujourd'hui est un discours de désertification, puisque, en vérité, ça présente comme horizon idéal de la condition humaine la condition du grain de sable dans le désert, avec des dunes, le vent souffle, forme des paysages d'un certain type, on peut même trouver une forme de beauté. Le sondage, la matière première des sondages est une matière première faite d'égalité passive. Et à mes yeux, si égalité devait avoir un sens, il faudrait penser en termes d'égalité active. Et là, je retrouve des discussions qui avaient lieu au cours du XIXe siècle, y compris au sein du mouvement ouvrier, à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités. Pour moi, si égalité doit avoir un sens, c'est une égalité d'accomplissement actif. Et je serais, alors là, effectivement, d'un certain point de vue, c'est ce que je dis dans les penchants criminels de l'Europe démocratique. L'Europe démocratique, d'un certain point de vue, il n'y a de démocratie tocquevillienne aujourd'hui qu'en Europe. De ce point de vue-là, Tocqueville s'est évidemment totalement trompé, tout en ayant raison, si vous voulez. Mais c'est pas du tout aux États-Unis que la démocratie, telle qu'il l'a décrit, s'accomplit. C'est bien plutôt l'Europe, disons, l'Europe des traités, du monde occidental. Bon, très bien. Cette égalité-là est une égalité qui est l'égalité des choses. Et en ce sens-là, elle n'est pas une égalité qui relève pour moi de la politique, puisque la politique est justement ce qui est en excès des choses. Et Tocqueville disait cependant d'abord que la liberté au sens démocratique lui paraissait plus juste que la liberté au sens de privilège, et disait-il aussi, je vois dans l'égalité deux tendances, l'une qui porte les hommes à ne plus penser, et les autres, malheureusement, l'autre qui les porte, là je cite de mémoire, et c'est très grossier, disons, à penser par eux-mêmes dans une espèce, en effet, de conversation continue. Mais Alain Badiou, je voudrais en revenir à votre définition de la politique. Vous avez fait tout à l'heure allusion aux résistants. Et cette époque est en effet une source de réflexion, de méditation et d'inspiration pour nous tous. Mais là, justement, j'ai sous les yeux un très beau texte de René Char de 1943. « Je veux n'oublier jamais que l'on m'a contraint à devenir, pour combien de temps, un monstre de justice et d'intolérance, un simplificateur claquemuré, un personnage arctique qui se désintéresse du sort de quiconque, ne se ligue pas avec lui pour abattre les chiens de l'enfer. » Et Camus a poursuivi cette réflexion, ils étaient très proches, comme vous savez, et après la lecture de L'Homme révolté, René Char a dit « Je préfère être Camus que Robespierre ». Camus a fait une conférence très intéressante en 1945 sur l'amitié française. Il dit « La résistance nous a condamnés à la haine, maintenant il faut en sortir ». Il s'agit, et pour nous, de ne jamais laisser la critique rejoindre l'insulte. Il s'agit d'admettre que notre contradicteur puisse avoir raison et qu'en tout cas, ces raisons, même mauvaises, puissent être désintéressées. Il s'agit enfin de refaire notre mentalité politique. Parce que Jean-Claude Milner dit, c'est le suspens de la mise à mort. Bon, donc, on ne se tue pas, on se parle, mais pour que l'échange verbal ait un sens, il faut penser précisément
qu'on peut être réfuté, que l'adversaire peut avoir raison, qu'on est faillible et que la vérité est atteinte ainsi. Or, il me semble, malgré tout, quelles que soient les distances que vous avez prises avec l'épisode du communisme au XXe siècle, que vous avez du mal à croire que les raisons de votre contradicteur, même mauvaises, puissent être désintéressées. Vous êtes extrêmement véhément. Vous parlez, par exemple, dans l'éthique, des chiens de garde du capitalo-parlementarisme, ceux qui parlent toujours d'éthique. Donc, vous ne les voyez pas comme des gens désintéressés. Oui, je pense que quiconque soutient de façon explicite, continue, l'existence du régime capitalo-parlementaire aujourd'hui, le fait en tant en tout cas que défenseur du primat des intérêts. Parce que c'est tout de même ça la doctrine latente de la chose. Alors pourquoi un homme absolument désintéressé se transformerait-il en défenseur acharné d'un système qui repose sur le libre jeu des intérêts? Ça, c'est la première question, malgré tout. Deuxièmement, en politique, soyons francs et ouverts. Il y a des ennemis. Voilà. C'est même, je dirais, dans mon jargon à moi, la procédure de vérité dans laquelle la catégorie d'ennemis est nécessairement constitutive. Entre la catégorie d'ennemis comme existante et donc le caractère conflictuel de l'activité politique, de quelque manière qu'on la prenne, et la mise à mort, il y a une distance. On peut très bien avoir pour maxime que mieux vaut parler que tuer, ce que j'assumerai tout à fait, tout en ayant en même temps la conviction absolue qu'il y a des ennemis. Or, des ennemis, ce sont des gens qui, à vos yeux, ne sont pas porteurs de la rationalité qui est la vôtre. C'est inévitable. Donc, à partir du moment où vous avez constitué la figure de l'ennemi en tant que l'ennemi, c'est manifesté tout simplement par le fait qu'il veut vous empêcher de faire ce que vous désirez faire. Un ennemi, c'est ça. Eh bien, vous ne pouvez pas être dans l'irénisme de l'idée, nous allons converser avec tout le monde tranquillement dans les coins. Il faut n'avoir jamais fait de politique pour considérer ça. Alors, je vais faire une objection à cet irénisme précisément. Et là, je vous propose une réflexion, une analyse, et je voudrais savoir ce que vous en pensez tous les deux, Jean-Claude Milner et Alain Badiou. Vous dites, l'État, comme dit Nietzsche, est le plus froid des monstres froids. Mais en êtes-vous si sûr? Je pourrais donner 2 exemples. L'intervention en Libye, mais plutôt quelque chose que j'ai suivi de très près, les interventions en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. On peut dire, l'État suit ses intérêts. Mais il s'est aussi passé autre chose. James Baker, le secrétaire d'État américain, disait « We have no dog in that fight ». C'est ça, il le disait en 1990-91. Et puis, il y a eu des interpellations. Marek Edelman, survivant du ghetto de Varsovie au moment de la guerre en Bosnie, qui a dit « L'Europe se comporte comme ce promeneur du dimanche qui faisait du manège près du mur du ghetto, alors que de l'autre côté, les gens mouraient dans les flammes. » Il faisait référence, Marek Edelman, à un très beau poème de Czesław Miłosz. Et il interpellait l'Europe. Et peut-être l'Europe a-t-elle réagi à cette interpellation. Peut-être Madeleine Albright a-t-elle été habitée par l'image de Munich aussi, qui a quand même contribué à forger une réflexion, une mauvaise conscience européenne. Mais c'est ça que je dis. Supposer que l'adversaire est désintéressé, c'est peut-être mieux entrer dans ses raisons que précisément de ne voir en lui que cynisme et violence. D'abord, Jean-Claude Milner, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. D'abord, je crois qu'il faut absolument distinguer, vous avez cité Nietzsche, l'État au singulier et les États. Tous les exemples que vous venez de citer, celui de la Libye que vous avez évoqué, mais aussi l'exemple que vous connaissez plus directement de la Bosnie, c'est une affaire qui concerne des États au pluriel. C'est pas simplement une différence, technique. L'État au singulier a des intérêts d'État au singulier qui s'opposent aux intérêts des particuliers. Et puis, les États au pluriel ont des intérêts qui sont des États de chaque État qui est en même temps
à la fois une structure d'État et une addition et une somme d'intérêts et de dommages, si j'ose dire, et il calcule. Pour ma part, je ne vois aucune objection à admettre qu'il puisse y avoir, quand on parle des États au pluriel, coïncidence entre des intérêts bien calculés et, disons, de façon simple, la mise à bas, la cessation d'une situation de massacre, de tyrannie. Bon, je connais mieux la question de la Libye. Il est absolument évident que si l'État français, en l'occurrence le président Nicolas Sarkozy, poussé par le discours en première personne de Bernard-Henri Lévy, d'un côté, et Hillary Clinton, plus que le président Obama, Hillary Clinton, elle aussi poussée par le discours en première personne de Bernard-Henri Lévy, me paraît tout à fait évident que dans l'un et l'autre cas, quelque chose de l'ordre des intérêts bien calculés est intervenu. C'est tout à fait normal. Et les États ne seraient pas des États s'ils ne calculaient pas. Que par ailleurs, il puisse y avoir des fétus de paille qui fassent pencher la balance du calcul, et par fétus de paille, j'entends la parole en première personne d'un intellectuel ou de quelqu'un qui a une figure médiatiquement importante, peu importe, ça peut être un acteur. Bon, ça fait pencher la balance d'un certain côté. Mais pour moi, ça n'intervient qu'anecdotiquement par rapport à la question générale de ce qu'est ou n'est pas la politique. Anecdotiquement, mais on peut penser aussi qu'il y a eu le remords d'avoir été pris au dépourvu par le printemps arabe quant aux intérêts bien calculés. Était-il si bien calculé que cela? Des armes circulent maintenant, des missiles solaires qui servent aux islamistes. Donc peut-être que l'intérêt bien calculé, c'était au fond le maintien de Kadhafi au pouvoir. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'est-ce qui nous autorise à penser que les responsables politiques ne sont pas des êtres humains et qu'ils n'ont pas, eux aussi, bien que, bien entendu, la raison d'État domine, des inspirations ou des soucis d'ordre moral. Les figures de la politique et de l'État doivent être jugées stratégiquement. Bien entendu que puissent entrer comme composantes, comme micro-composantes, les intérêts ou les valeurs d'un tel ou un tel, etc. Mais nous savons très bien que est engagé depuis maintenant plusieurs décennies un système d'entreprise essentiellement occidental, du point de vue de la puissance, du point de vue de l'intervention de la puissance, dont le résultat partout est le dépeçage d'États constitués. C'est le résultat principal de l'intervention en Yougoslavie. Vous comprenez ? La Yougoslavie a été dépecée en un nombre de morceaux qui n'est même pas encore complètement terminé. Donc cet émiettement de pouvoirs locaux a été aussi pratiqué en Irak, au point que la situation actuelle est une situation d'une extraordinaire instabilité. Et quant à la Libye, tout de même, soyons un peu sérieux. Vous savez ce que c'est que la situation actuelle en Libye après l'intervention ? Des bandes armées qui ont réduit l'État à son inexistence totale, qui attrapent les gens, les séquestrent et les torturent dans tous les coins. Et donc, exactement le même processus de celui dont je parlais, c'est-à-dire sous des prétextes variés, en tout cas le résultat stratégique est le dépeçage de figures étatiques constituées, avec l'espoir que dans ce dépeçage même, on va trouver des clients politiques, c'est-à-dire des gens ralliés à l'orientation occidentale d'un côté, et d'autre part, et surtout des clients affairistes, parce que tout de même, on voit très bien que, de façon absolument cynique, les États ont carrément affirmé qu'ils allaient avoir des privilèges pétroliers suite à l'intervention du renversement de Kadhafi. Donc, la moralité particulière des acteurs en la circonstance, et ça c'est une vérité étatique générale, n'est rien auprès des intérêts stratégiques qui sont les leurs. Je ne suis pas sûr que les Américains aient voulu ni prévu la guerre civile sunnite-chiite qui s'est déclenchée suite à leur intervention en Irak. Dans ce cas-là, ils n'ont pas prévu grand-chose, oui, compte tenu de la situation mais en Irak. Ils croyaient, en effet, établir la démocratie en renversant le tyran. Mais là, je voudrais en venir quand même à l'aspect final, si je puis dire, de votre livre. C'est un échange, vous l'avez dit, Jean-Claude Milner, très urbain.
presque cordial à certains moments. Et puis, il y a une petite rupture, puisque vous terminez par un échange écrit. Et là, le ton devient nettement plus vif et plus conflictuel. Vous abordez ce qui fait vraiment le plus problème entre vous, à savoir, je ne sais comment le nommer, le fait juif, la question juive, le non-juif, comme vous dites, Jean-Claude Milner. Alors, voilà, quel est sur ce point votre désaccord, Jean-Claude Milner? Je voudrais d'abord éclairer en quelque sorte le processus, puisque à l'origine de cet entretien, il y a un texte coécrit par Alain Badiou et Éric Hazan, où la notion en quelque sorte, d'imputation d'antisémitisme objectif est mise en place. Autrement dit, Alain Badiou et Éric Hazan considèrent que désormais, on impute à certains, dont Alain Badiou et Éric Hazan, j'imagine, en tout cas Alain Badiou très certainement, pense qu'on l'accuse d'être objectivement antisémite. Autrement dit, cette accusation fait litière de la question de savoir si des propos explicitement antisémites sont prononcés ou pas. Cela va au-delà des propos qui sont effectivement tenus, et l'accusation s'appuie sur la notion d'objectivement ceci ou cela, objectivement antisémite. Et j'apparaissais dans ce texte comme un des metteurs en œuvre de cette machine, appelons-la, d'accusation, qui était presque présenté comme l'emportant en subtilité et en efficacité, l'emportant de loin sur les procédures mises en place lors des procès de Moscou. J'apparaissais comme une sorte de Wyszynski supérieur. Alors j'ai écrit à Alain Badiou disant que je ne me reconnaissais pas comme metteur en œuvre de cette notion d'antisémitisme objectif. Notamment, je lui faisais remarquer que moi, je n'utilisais pas la procédure un tel est objectivement ceci ou cela, et que Alain Badiou avait parfois tendance à utiliser cette procédure. Mais peu importe. C'était ça le point de départ. Et dans l'entretien que nous avons eu, à cause justement de cette urbanité, à un moment donné, quand on a terminé, je me suis dit, mais finalement, nous n'avons jamais abordé ce qui a été le point de départ. Et j'ai envoyé un message à Alain Badiou en lui disant, il me semble que c'est quelque chose qui ne va pas. Ce qui a donné naissance à cet entretien, finalement, n'est pas abordé. Dans l'entretien, on ne l'est abordé que de manière oblique, et c'est cela la naissance. Alors effectivement, pour lancer la discussion, j'ai présenté quelques points. J'utilise la notion de non-juif. Je propose, est-ce que ce non-juif est, comme je le pense, un nom politique, c'est un nom qui divise. Aujourd'hui, le nom qui divise de la manière la plus profonde, c'est le non-juif. C'est donc le nom politique par excellence. Cela constitue le grand bouger du XXe siècle qui a fait passer le non-juif de nom pratiquement obsolète dans la position de nom politiquement actif par la division qu'il entraîne. Ça, c'est le premier ensemble de propositions. Deuxième ensemble de propositions, étant donné ce que j'appelle l'alphabet des États existants, est-ce qu'on peut admettre qu'un État se réclame du non-juif comme, en quelque sorte, pierre angulaire de sa construction? Je dis oui. Bon, je laisse. Il y avait un troisième point, moi je le laisse de côté. Et c'est là-dessus que la discussion s'est engagée. Oui, je pense que la tonalité de ce qui est appelé dans le livre un post-scriptum résulte de ce que le texte écrit est concentré sur des points discordants et n'est pas dans le processus de leur élaboration ou de leur discussion. Donc quelque chose de frontal qui apparaît là. Je le dirais simplement à propos des deux points mis en avant par Jean-Claude Milner. Premièrement, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'un nom politique est un nom qui divise. Je pense qu'un nom politique est un nom qui divise selon la possibilité d'être
surmontées, que ces divisions soient surmontées vers une affirmation qui unifie, au contraire. Donc ça nous ramènerait au communisme, donc au début de cet entretien. Et puis, après, je pense que sur État, je pense que la modernité, en tant qu'elle travaille finalement à sa manière dans le sens du dépérissement de l'État, pour autant que la politique puisse avoir un rapport à l'État, c'est celui du dépérissement de l'État, je pense que ce n'est pas le moment de la réidentifier à partir d'un nom dont la substance est nationale, voire même religieuse. C'est donc une objection de principe que je fais là à l'idée d'une coalescence valorisée entre État et singularité de ce type. Alors, j'insiste sur le fait que c'est une objection de principe. Il y a bien d'autres situations qui en relèvent. Hein. Je ne privilégie pas de ce point de vue-là l'État d'Israël en tant que tel. Alors, deux choses. Dans ce livre ce petit livre coécrit avec Éric Hazan, vous dites que la dénonciation d'un antisémitisme des banlieues relève d'une opération de stigmatisation de la jeunesse populaire. Et vous citez aussi dans le livre avec Milner cette phrase du président Mao qui ne fait pas d'enquête n'a pas droit à la parole. Un certain nombre d'enquêtes ont été faites par notamment le Haut Comité à l'intégration, montrant que cet anti-judaïsme devenait un quasi-code culturel, et les plus hautes autorités de l'islam sunnite et chiite l'atteste, puisqu'elle donne à penser que dans le monde arabo-musulman, non seulement Hitler n'a pas déshonoré l'antisémitisme, selon la formule de Bernanos, mais c'est l'anti-judaïsme qui a remis Hitler à l'honneur. On voyait, dit Youssouf al-Qaradawi, comme une punition divine contre les Juifs. Alors, nombre d'intellectuels et de théologiens musulmans protestent contre cet état des choses, mais d'abord, ils sont minoritaires, et je ne crois pas Vous n'en savez rien. En tout cas, il ne faut pas le nier, car c'est un problème réel. Et quant à Israël, je dirais que les Juifs ne sont jamais dans le bon tempo, parce que il y a un livre qui s'intitule Le siècle juif, où on dit, voilà, les hommes entrent dans une période d'échange, de communication, etc., et de sans-frontiérisme, et c'est le moment où les Juifs s'enracinent. Donc, c'est quand le siècle devient juif que les Juifs deviennent autre chose. Mais est-ce que, quand même, il n'y a pas autour du fait juif aujourd'hui un problème très grave et, en effet, très inattendu dans une Europe post-hitlérienne? Ce problème, vous le savez parfaitement, est entièrement lié à l'existence et à la politique de l'État d'Israël. Il n'est pas du tout lié à la catégorie de juifs en tant que tel. Et du reste, c'est bien un problème que de nombreux juifs se posent. La question de savoir quelle peut bien être leur position en tant que juifs, eu égard à l'existence de cet État et de ses pratiques. Par ailleurs, des enquêtes, vous savez, j'en fais beaucoup moi-même. Je suis probablement ici celui qui connaît le plus directement d'ouvriers d'origine africaine, algérienne, maghrébine. Et la thèse selon laquelle l'anti-judaïsme ou l'antisémitisme sont une donnée subjective fondamentale de tous ces gens que je connais grandement, est une thèse absolument fausse. Il y a des groupes fascistes antisémites dans le monde arabe. Ça, je le reconnais absolument. Personnellement, je n'ai aucune sympathie pour le terrorisme, de toute façon, en général, qui est une falsification politique, encore bien moins pour le terrorisme qui s'alimente à des présupposés racistes et religieux. Mais le fait qu'il y ait des groupes fascistes autorise à ce qu'on les combatte, politiquement et s'il le faut étatiquement. Il n'autorise pas à identifier une communauté tout entière à ces groupes. Jean-Claude Milner, pour finir. Il est tout à fait clair qu'il y a un point de désaccord fondamental. Je ne crois pas que l'ensemble de fureur qui se déploie autour du non-juif soit dû uniquement, ni même principalement, à la politique de l'État d'Israël. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, là, c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, dans la discussion que j'engageais avec Badiou, je faisais valoir que quelque chose de nouveau s'était produit, à savoir que l'antijudaïsme était devenu, chez certains,
un élément de la panoplie du discours des libertés. Dans les réflexions de Sartre sur la question juive, il est absolument clair qu'il est impossible que la panoplie des discours sur la liberté puisse inclure le moindre propos ni antisémite ni anti-juif. Il me semble qu'un déplacement est en train de se produire, et ce n'est pas tellement du côté des banlieues et que j'en vois le plus grand danger, c'est du côté de ce que j'appelle l'université mondiale, c'est-à-dire que dans l'université mondiale, c'est-à-dire cet ensemble de conférences, de cours, non pas moi, mais Alain Badiou fait partie, et c'est tout à fait normal, tout à fait logique qu'il en fasse partie, je vois poindre cette nouvelle forme où non seulement être anti-juif n'empêche pas d'être le représentant d'un discours des libertés, mais d'ici 2 ou 3 ans, être anti-juif deviendra la condition nécessaire pour tenir un discours des libertés. Je voudrais sur ce Alain point Badiou. vraiment qu'on parle... Il faut finir, vous terminez là, Alain Badiou. Oui, je voudrais simplement qu'on cite des cas quand on avance des imputations de cet ordre. Personnellement, je connais bien le monde académique. Je pense que anti-juif, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré. Bien, mais écoutez, on étudiera les cas hors micro, et j'aurais, moi, voulu que la discussion puisse se poursuivre. J'avais une multitude de questions à vous poser à l'un et à l'autre, mais voilà, c'est terminé. Je renvoie à votre livre, Alain Badiou, Jean-Claude Milner, Controverse, dialogue sur la politique et la philosophie de notre temps. Ce dialogue est animé par Philippe Petit, et ce livre est publié aux éditions du Seuil.